Bonjour Olivier Vasclet. Bonjour. Merci Olivier d'avoir accepté mon invitation. Olivier, tu es sociologue, professeur de sociologie à l'Université de Limoges. Tu publies pour la troisième fois La gauche et La gauche et les cités. Je vais y arriver. Enquête sur un rendez-vous manqué aux éditions La Découverte. Tu avais déjà publié une première version en 2003 dans laquelle tu faisais part du divorce entre la gauche et les classes populaires, un désamour qui ne s'illustre pas d'ailleurs tant par la poussée de l'extrême droite que par la désertion des électeurs dans les urnes, les électeurs de gauche dans les urnes, et aussi le désintérêt pour la politique institutionnelle. Tu commences cette troisième version par un entretien avec Patrice Leclerc, le maire communiste de Gennevilliers, ville des Hauts-de-Seine. Tu dis d'ailleurs dans cet entretien que ce qui a retenu ton attention, en tout cas quand tu es allé le rencontrer, ce qui avait retenu ton attention, c'était aussi la composition de la liste de Patrice Leclerc aux élections municipales de 2020, et en particulier ce nom, Taïeb. Pourquoi en 2020 ça te surprend? Alors oui, c'est la troisième édition. Les deux premières, c'était à La Dispute, qui avait publié donc ce qui était au départ un manuscrit tiré de ma thèse de doctorat. Et dans cette thèse, je m'étais intéressé à comprendre pourquoi ces municipalités de gauche qui avaient su par le passé promouvoir une élite, en quelque sorte, parmi les habitants, une élite ouvrière, mais pas simplement composée d'ouvriers, n'y parvenaient plus. Et ce que j'observe sur le terrain, c'est une enquête ethnographique sur place, c'est comment dire, une protestation très forte en réalité de tout un ensemble d'habitants du quartier, le Luth à Gennevilliers, Ouais. qui, qui se montrent très durs à l'égard des élus, qu'ils accusent de les ignorer, de ne pas les reconnaître, de faire finalement leur politique, leur tambouille de leur côté, et de laisser ceux qui s'impliquent, comme eux, dans le quartier, de les laisser à part. Voilà, ça a été le point de départ du livre. Pourquoi cette situation-là? D'où l'idée de rendez-vous manqué que j'essaye d'explorer par la suite. Et pourquoi justement, je revenais sur ce prénom Taïeb qui attire ton attention sur la composition des listes aux élections municipales de Patrice Leclerc. Et d'ailleurs, à cette question, Patrice Leclerc, il y répond en disant: ma première pensée en ayant Taïeb sur la liste, c'était justement de réparer. En 2020, il s'agit de réparer quoi finalement? La gauche et les cités enquêtent sur un rendez-vous manqué. Ce qui est à réparer, c'est ce rendez-vous manqué. Taïeb, quand je le rencontre au début des années 90, puisque ma thèse Ça commence à ce euh, moment-là, ouais. commence en 1990 et va se poursuivre comme enquête de terrain jusqu'en 1995, et puis je publierai mon livre après coup. Pendant 10 ans, en fait, j'ai suivi ce qui se passait dans ce quartier. Taïeb, au moment où je le rencontre, c'est un jeune prof de techno dans un collège de banlieue, et c'est en même temps quelqu'un qui est très impliqué dans son quartier. Et il l'est depuis très longtemps. Il est à l'origine d'une association locale, comme il en existe dans de nombreux quartiers, qui s'occupent qui proposent du soutien scolaire, qui proposent des animations, qui proposent aussi un lieu où se rendre quand on n'a pas envie de rester chez soi avec ses parents, etc. Ouais, un lieu comme ça, un peu très rare en fait dans l'espace des cités, à l'abri des parents, mais aussi à l'abri des voisins, à l'abri du regard des voisins, à l'abri des flics. Et un lieu comme ça, c'est pas un lieu qui se tient facilement. Il faut une énergie incroyable pour parvenir à ce que des associations de ce type existent. Parce qu'il y a tout un ensemble de forces qui jouent contre ces associations. Elles représentent un îlot d'ordre, hein, malgré tout, dans les cités. Or, il y a toujours des agents qui ont intérêt au désordre dans ces quartiers. Bon. Il parvient à le faire. Pour moi, c'est vraiment le fils du peuple dont parle un autre sociologue, Bernard Pudal. Il est à l'image de ces fils du peuple, quelqu'un qui connaît par sa trajectoire une ascension scolaire, une ascension sociale. C'est un fils d'ouvrier non qualifié, Taïeb, famille de 8 enfants, famille qui se tient dans le quartier. Hein. Il a un frère qui fait de la boxe, qui est un champion de boxe local, mais voilà, qui représente une espèce d'énergie comme ça physique. Il y en a d'autres qui ont fait des études. Voilà, c'est une famille qui se classe parmi les familles bien, en quelque sorte. Et lui donne de son temps. Donne de son Hmm. temps. Bon. Voilà, à mes yeux, il représentait non pas le militant communiste, parce qu'il ne milite pas au Parti communiste, mais en tout cas l'allié, le compagnon de route de de ces municipalités communistes. Alors pourquoi il n'est pas sollicité
par le pouvoir en place à l'époque, ça a été pour moi une grande question et un des points de départ, donc je le disais, du livre. Et puis voilà, on est en 2020, il y a les élections, non, en 2018, pardon, les élections municipales. Je me trompe de date. 2010, 2020, 2020, tu as Ah raison. oui, voilà. 2020, en mars 2020, les municipales. Et je regarde depuis chez moi, on est en plein confinement, les résultats, et je vois la liste et je vois son nom. Euh, voilà, ça a été une heureuse surprise d'une certaine façon, comme si finalement le temps avait joué en faveur d'une certaine vérité, quoi. Il y a quand même des gens qui méritent profondément d'être inclus. Voilà, c'est un peu normatif ce que je dis, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui méritent de figurer sur des listes qui prétendent faire le bien, enfin en tout cas proposer des choses positives. Voilà. Je le retrouve et j'ai l'idée de questionner Patrice Leclerc là-dessus. On va revenir justement sur le rôle de toutes ces personnes qui s'engagent et qui sont mobilisées, notamment à travers le tissu associatif. Mais finalement, au fond, le divorce, il est lié à quoi? Au fait que les élus de gauche ont pris en charge des combats pour les personnes qu'ils prétendent défendre, qu'il s'agisse des luttes contre la discrimination, de l'accès à l'emploi ou du logement, sans jamais leur donner l'occasion d'être eux-mêmes des décideurs et voire des décideurs publics, d'être d'associés à la décision publique. C'est ça? Il est lié à ça, le divorce, pour partie? Oui, à ça, bon, d'abord parce que les positions politiques, elles font elles-mêmes l'objet de concurrence, hein. Il ne faut pas imaginer qu'on a du mal à construire des listes. Oui, on a du mal à construire des listes, mais il y a beaucoup de monde qui veut occuper une place. Et il y a aussi beaucoup d'élus en place qui ne veulent pas céder leur position. Donc, pour les élus ou les maires, quand ils doivent composer une liste pour l'élection suivante, faire entrer de nouvelles têtes, c'est extrêmement compliqué. On n'imagine pas les résistances très fortes, les formes de conservatisme qui peuvent s'exprimer à ce moment-là. C'est un moment absolument périlleux, hein, parce que demander à quelqu'un de sortir, c'est potentiellement prendre le risque qu'il se retourne en quelque sorte, hein. Il n'y a pas suffisamment de mobilisation électorale pour que ce risque puisse être effacé comme ça d'un revers de main. Donc voilà, il y a une prudence Ouais. propre au champ parce qu'il est très difficile de composer les listes. Après, il y a d'autres arguments, mais qui expliquent ce divorce, et notamment un sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est historique. Fondamentalement, les élus communistes n'avaient pas construit des cités pour voir des immigrés arabes s'y installer ou des immigrés noirs africains s'y installer. Au départ, ce n'est pas du tout le scénario, quoi. Et donc, cette population immigrée qui s'installe dans les années 50-60 dans les villes communistes va d'emblée être perçue comme une population encombrante. C'est au moment où les cités émergent, où les élus essayent de construire à travers ces cités des villes dignes, en quelque sorte, des villes modernes, et plus des cités de prolétaires. C'est à ce moment-là que l'immigration reprend, et reprend avec quelle importance, hein, dans les années de 30 glorieuses. Bon, là se situe, à mon avis, la genèse du conflit. Ils vont s'installer dans des conditions qui échappent aux municipalités. Ça aura pour conséquence que ces municipalités vont à la fois les inclure parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement et en même temps les tenir à l'écart. Il y a une autre raison qui est bien sûr le destin même de ces cités, leur déréliction en quelque sorte. C'était ces lieux qu'on mettait en carte postale dans les années 60. Hein. J'ai gardé moi des cartes postales du Lude dans les années 60-70 montrant la beauté du quartier, l'avenir qu'il représente, etc. Sont devenus des lieux impossibles. Et qui ont été fuis en quelque sorte par toute une partie de ce qui était la clientèle électorale du Parti Ouais. communiste. C'est aussi ça, ce départ, cette éviction provoquée, il faut le dire, hein, par cette nouvelle population immigrée avec laquelle on ne veut pas cohabiter, qui va freiner complètement le soutien que le PC local peut apporter à ces jeunes Arabes que l'on voit dans les cités, qui font la délinquance, mais qui font aussi les associations. Bien sûr. Tu dis justement encore un dernier mot sur cette coupure entre politique et habitants, que cette coupure politique entre les élus, en l'occurrence ici communistes, et les habitants de quartier est très liée au sort des militants de cité, qui par toute leur histoire sociale étaient plus particulièrement disposés à être des relais auprès des classes populaires. Ça veut dire aussi que jusque-là, ces personnes-là, qui étaient des éléments actifs dans les quartiers, n'étaient que des cautions ou des faire-valoir de ces élus. Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Mais est-ce que c'est ça Sans qui doute, oui. participe de ce que tu appelles dans le livre aussi une forme d'abandon? Tu racontes beaucoup de parcours de jeunes, de mères de famille qui se sont engagés dans le milieu associatif et qui ont fini par abandonner, par baisser les arbres. Comment tu l'expliques ça? Bah, je pense qu'il n'y a pas, enfin, je pense, la sociologie a montré ça, qu'il n'y avait pas de sujet politique, en l'occurrence, les travaux de Daniel Diaxi, qu'il Ouais. n'y a pas d'engagement durable sans gratification symbolique. Bon, ben voilà, on peut donner beaucoup de son temps, de son énergie, et puis quand on voit les élus ne même pas se souvenir de votre nom ou de votre prénom, ça vexe, ça blesse. Et puis au final, ça finit par décourager. Alors, il faut aussi préciser que je démarre mon enquête dans un contexte très très précis qui est celui du démarrage de la rénovation du quartier, de la réhabilitation du Ouais. quartier. Le Luth est classé parmi les quartiers prioritaires et bénéficie d'une manne financière très importante pour essayer d'en changer la forme. Et puis aussi, à ce moment-là, c'est le projet des élus d'en changer aussi la composition sociale. C'est le thème très très fort de la mixité sociale. Mixité sociale, ça veut dire faire venir plus de catégories qui n'y sont plus, des classes moyennes et implicitement des Français, des Blancs. Il y a toute une logique en quelque sorte raciale qui n'est pas explicite, mais qui a des effets bien concrets. Les effets bien concrets, c'est que l'accès au logement est plus difficile pour les familles immigrées. Il est aussi plus difficile pour les gens qui sont déjà dans le quartier et qui voudraient pouvoir bouger, avoir un logement plus grand, etc. Il y a toute une politique du peuplement qui joue contre qui n'est pas classe moyenne et blanc, en quelque sorte. Dans ce contexte de la rénovation, il est aussi question d'argent, de subventions. Se pose la question de qui représente le quartier. Et les élus se posent cette question. Est-ce qu'on doit favoriser des associations locales qui sont des associations musulmanes, avec le risque que l'on pressent de voir ces associations se transformer en des lieux de culte un peu radicaux? Ce sont des associations de jeunes, comme celles que j'étudie, ce sont des associations scolaires. Bon, alors, on peut les financer, mais jusqu'où? Et si on les finance, ça va encore plus les mettre en avant. Or, on veut changer l'image du quartier. Alors, et l'espèce de contradiction. Pourquoi financer des associations qui vont mettre en avant des gens dont, au fond, on souhaiterait qu'ils passent un peu au second plan? Le club de jeunes animé dirigé, il en est le président à l'époque, par Taïeb, qu'on évoquait il y a un instant, est perçu par les élus comme un ghetto dans le ghetto. Voilà, c'est une expression qu'ils utilisent. Hmm. Alors, on ne va pas financer un ghetto dans le ghetto. Oui. Donc, à ce moment-là, dans ce contexte de rénovation du quartier, que les élus appellent aussi reconquête du quartier, le Oui. mot est tout à fait fort, quoi. Ces associations sont vouées à fonctionner un petit peu comme une entrave, quoi. On va chercher à débloquer les choses. C'est intéressant parce que ce que tu racontes là, c'est à la fois le constat qui est partagé par beaucoup d'élus, qui est de dire on a pris en charge la lutte d'un certain nombre de personnes qui se sentent discriminées, dominées, et en même temps, aujourd'hui, ces élus-là, ils seraient plus à dire il faut que ces personnes prennent en charge leur propre combat. Et dans le même temps, le paradoxe que tu ciblais, c'est que dès qu'ils se mettent à faire de la politique, il y a toujours cette suspicion, une suspicion de communautarisme. On l'a vu au moment des municipales où certains ont voulu prendre en main, monter des listes autonomes, indépendantes dans les municipalités. Et puis même si on prend l'exemple plus récent de la manifestation contre l'islamophobie, il s'agissait bien d'une prise en main par les personnes concernées d'un combat, celui contre le racisme, la discrimination des musulmans. Pourtant, beaucoup à gauche y ont vu du communautarisme. Ça existe encore, ça existe beaucoup chez les élus de gauche, cette mise au banc aussi des personnes, ce qu'on appelle les personnes concernées. Patrice Leclerc, d'ailleurs, a dit même dans le livre, tu le racontes, qui parle de fin de discrimination. Ça veut dire quoi? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Patrice Leclerc, oui, était c'est un long entretien que j'ai fait avec lui. On l'a fait comme en visio, là, comme ça, parce qu'on était Mhm. en plein confinement. C'était au moment donc des élections municipales en mars 2020. On était bloqués. L'entretien a duré une quinzaine d'heures à peu près. Donc, on a pu réellement longtemps parler. Et je sais qu'après la publication de mon livre en 2003, il était pas encore maire, mais il était, si je me souviens bien, au moment de Conseiller mon départemental? voilà. Et puis, il avait été pendant le temps de mon enquête, il était adjoint à la jeunesse, donc il Ah oui. connaissait tout ça, il voyait bien les choses. Et mon livre, je crois, l'a un peu désarçonné. C'est un livre, j'allais dire,
sérieux, quoi. C'est une enquête. Bon, il y a des faits. J'ai beaucoup travaillé dans les archives, des entretiens, tout ça. Donc, le livre fonctionne un peu comme un réquisitoire. Il faut bien le reconnaître, même si c'était pas mon intention. On peut le lire comme un réquisitoire. Vous, élus de gauche, vous êtes en train de rater quelque chose d'extrêmement important avec toute cette génération-là d'enfants d'immigrés, ce qu'on a appelé de façon un peu malheureuse les beurs. Vous êtes en train de rater ça. Vous l'avez peut-être déjà raté. Ça va être difficile de rattraper le coup. Voilà. Donc, le livre l'avait, je crois, très fortement interpellé. Et d'ailleurs, quand je le ressollicite, il m'avait invité chez lui, on en avait longuement parlé à ce moment-là. Et quand je le ressollicite en mars 2020, je lui envoie un mail dans les 10 minutes. Il me répond OK. Donc, il y avait un dialogue, je crois, entre nous. Il y avait une vraie question, un vrai enjeu chez lui qui était de retisser un fil que la gauche avait. Alors voilà, il tisse des alliances politiquement avec certains leaders parmi les habitants ou certaines figures plutôt, on pourrait dire des figures qui peuvent représenter quelque chose, en tout cas de son point de vue, dans la population locale. Euh, euh, mais il ne faut pas imaginer que tous ces enfants ou toutes ces populations d'origine quelque chose ne constituent qu'une seule et même population. Il y a parmi ces populations, il y a des gens qui sont dans un registre très clairement communautariste, il ne faut pas se le cacher, oui. Il y a des gens qui défendent d'abord leur communauté ou leur religion ou qui se font les porte-parole d'intérêts très spécifiques et qui peuvent rentrer en tension, en opposition avec une autre conception de ce que doit être la vie en collectivité, la vie commune en quelque sorte d'une collectivité. Je ne suis pas conseiller politique de Patrick Leclerc, mais il me semble qu'il le sait parfaitement, cela. Certaines alliances seraient préjudiciables à la construction d'un collectif politique qui rassemble, vous voyez, alors que d'autres alliances, au contraire, favoriseraient une liste d'union, quoi, des habitants. Ouais. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, j'allais repartir Vas-y, reviens peut-être. Ouais. sur cet entretien où il évoque le cas, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, sur ces listes qui sont accusées de communautarisme. Il revient longuement dans Qui l'entretien n'ont pas sur… existé d'ailleurs, hein, finalement. Ça avait été une des craintes d'Emmanuel Macron qui avait provoqué la loi séparatisme, etc., mais qui n'ont quasiment jamais existé. Et ça a été extrêmement marginal, ce qu'on a pu appeler des listes communautaires aux Ah élections oui, municipales. dans les urnes, elles font quoi? 10, 15, 20% des voix, ce qui n'est pas rien, quoi. C'est toujours, mais voilà, elles agrègent elles sont très localisées. Alors voilà, c'est le cas de ce porte-parole que Patrice Leclerc évoque dans l'entretien. Un porte-parole qui est originaire d'un quartier, les voix qu'il remporte sont surtout celles de son quartier. Il a toute une thématique, lui, très, je ne sais pas si on peut dire communautariste, mais quand même, il joue beaucoup de l'opposition nous-eux. En gros, nous les quartiers, ou nous aussi la population des quartiers, sous-entendu aussi nous la population musulmane, nous la population maghrébine, nous la population qui n'est pas blanche, etc. C'est à notre tour. Voilà. Donc, ce nous-eux, il existe. C'est à mon avis, hein, c'est un vrai risque en quelque sorte pour une municipalité d'essayer de pactiser en quelque sorte avec des porte-paroles qui sont moins finalement dans la recherche d'alliances larges que dans quelque chose qui marquerait des ruptures, des oppositions. Il n'a pas fait le choix, Leclerc, de s'allier avec ces listes-là, mais plutôt d'ouvrir sa propre liste à des gens qui veulent dépasser ce conflit socio-ethnique. Ouais. Dans l'enquête, tu racontes aussi que les familles que tu as pu rencontrer sont rarement celles dont les enfants auraient pris la mauvaise pente, comme tu écris. Ces familles, d'ailleurs, se taisent plutôt et ont d'ailleurs davantage peur du sociologue qui représente une forme d'institution. Pour les autres, tu parles de sentiment de déshonneur. C'est quoi ce sentiment de déshonneur? C'est un sentiment d'abandon. Par qui? Par les élus locaux, l'État? Alors, l'enquête date des années 90. Ce livre, c'est une réédition d'un livre qui est devenu, je ne sais pas si ce serait un peu présomptueux de dire qu'il est devenu un classique, mais en tout cas qui fait partie des enquêtes sur les mondes des grands ensembles.
Donc, mais en tout cas, l'enquête, c'est vraiment, le temps est important. C'est vraiment les années 90. Donc, on est avant tout ce qu'on a connu depuis, c'est-à-dire tout ce qu'on a connu de pire depuis, c'est-à-dire les attentats, les meurtres, etc. Au moment où moi, je rencontre ces familles, où elles acceptent de me parler, ce qu'elles vivent avec une très, très grande violence, c'est le sentiment de honte qu'elles éprouvent parce qu'elles sont sans cesse évoquées comme à la source de la délinquance dans le quartier, de l'échec, etc. Alors même que pour beaucoup d'entre elles, ce sont des familles qui font tout ce qu'elles peuvent en quelque sorte pour bien élever leurs enfants, pour faire en sorte d'habiter comme il faut ces immeubles, d'être dans des bons rapports de voisinage. Et elles sont prises dans un discours qui en permanence les rabaisse. Et c'est d'une violence terrible. Parce qu'elles voient qu'en même temps, eh ben, elles ne peuvent pas faire grand-chose et que même leurs enfants qu'elles sont efforcées de bien élever peuvent leur échapper. C'est pas simple d'avoir un gosse qui a 18, 20 ans, qui a pu avoir le bac, qui peut essayer de rentrer en fac ou de faire un BTS, et puis qui se retrouve sur le carreau sur le marché du travail. Cet enfant-là, il faut qu'il soit drôlement solide pour ne pas se mettre à tenir un discours assez dur sur la société qui vient remettre en cause en fait tout ce que les parents ont fait pour essayer d'intégrer cette société. Donc ces parents aussi pouvaient se retrouver entre deux feux en quelque sorte. Celui d'une société française qui leur dit vous êtes source de désordre et de délinquance, et celui des enfants qui vient leur dire vous vous êtes fait avoir. Voilà, Mm. il y a vraiment cela qui s'exprimait dans les entretiens avec ces familles qui arrivaient à se, à se sauver en quelque sorte, à sauver leur honneur en ayant des enfants qui allaient bien. Mais j'ai quand même rencontré d'autres familles qui, pour le coup, étaient frappées par la délinquance des enfants. Et là, c'était Mm. absolument terrible. Ce qui était terrible, c'est le fait qu'elles soient absolument seules. Ouais. Absolument seules. Peu aidées, en fait, par des éducateurs qui ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas assez nombreux, des juges qui reportent tout le temps les audiences parce que voilà, c'est encombré, des gosses qui sont en attente de jugement et des parents qui ne savent plus comment faire avec eux. Mm. Justement, tu le rappelles, c'est vrai que c'est une enquête qui date des années 90, mais bon, il y a quand même des constats qui restent aujourd'hui toujours d'actualité. Tu consacres d'ailleurs un chapitre sur le poids des attentes déçues. Tu parles de familles qui racontent avoir aussi beaucoup misé sur la France pour que leurs enfants vivent mieux, s'élèvent socialement. Tu dis d'ailleurs à propos d'un jeune qui ne réussit pas aussi bien que ses frères et ses sœurs, que je te cite, fragile psychologiquement, démuni scolairement, se sentant marginalisé au sein de sa famille, il est menacé par la délinquance. On voit ce que les attentes déçues peuvent provoquer dans les comportements individuels, mais quelles peuvent être les conséquences à plus long terme? On est 30 ans en avant aujourd'hui, en lisant ces pages, en relisant ces pages, on a le sentiment qu'aujourd'hui, la cocotte bout de plus en plus, quoi. Quelles peuvent être les conséquences, d'après toi, aujourd'hui? Oh bah, c'est toujours un peu difficile de tirer des fils directs, mais c'est vrai que l'impossibilité d'accéder au travail, la difficulté d'accéder au travail, et plus encore que cela, je crois l'impossibilité de mener une scolarité normale a blessé les individus les plus fragiles, et en particulier dans les catégories populaires peu qualifiées, peu dotées au départ. L'école, on peut en ressortir avec le sentiment d'une très forte humiliation. Comment on se relève de cela? C'est pas nouveau que l'école humilie, mais auparavant, on pouvait toujours se dire, auparavant, dans les années 60, on pouvait toujours se dire, c'est pas pour moi, l'école. Aujourd'hui, on peut plus le dire, puisque Mmh. l'école est devenue complètement décisive dans les reproductions, dans les mécanismes de reproduction. Si on veut un emploi, il faut avoir un diplôme. Donc, l'école s'est imposée comme, comme une issue incontournable. Quand on ne peut pas y réussir, eh bien, on ne voit pas ce qu'on va devenir. Il y a plus d'issue. Ça blesse énormément. Et ça blesse d'autant plus qu'auparavant, les années 60 encore, ceux qui réussissaient scolairement, c'est-à-dire ceux qui pouvaient échapper à tous les mécanismes de sélection, de filtres, etc., étaient une toute petite minorité. Donc, l'essentiel, le plus grand nombre, eh ben, arrêtait l'école à 14, 15, 16 ans.
et c'était en quelque sorte normal. Aujourd'hui, ce n'est plus normal. L'essentiel d'une génération va jusqu'au baccalauréat, 17-18 ans, même s'il s'agit d'un bac professionnel. C'est à ces âges-là que l'on commence à quitter l'école, 17, 18, 19, 20 ans. Donc, quand on a quitté l'école, en tout cas dans sa tête, dès l'âge de 13-14 ans, eh bien, on se retrouve complètement relégué au sein même de sa classe d'âge. Et dans le quartier, on le voyait. Dans le quartier, on voyait des gamins qui avaient 13-14 ans, qui étaient déjà complètement en rupture scolaire et qui restaient entre eux, qui formaient des espèces de noyaux durs d'enfants en échec et qu'il était très difficile d'approcher. Moi, j'ai travaillé dans le club du LUT comme animateur. Dans le cadre de mon observation, j'ai eu, comme d'autres animateurs du quartier, à traiter avec ces enfants. Mais les animateurs du quartier, pas plus que moi, on ne réussissait à rentrer en dialogue avec eux. Même si on était jeunes, à l'époque c'était 30 ans plus tôt, même si on n'était pas beaucoup plus vieux qu'eux, on représentait malgré nous l'institution. Et leur rapport à l'institution scolaire, l'institution sociale, l'institution qui émet des normes, leur rapport avec l'institution était tellement dur en quelque sorte qu'ils ne pouvaient pas nous entendre. Voilà, donc on essayait de les intégrer comme on pouvait dans les activités du club, mais ils venaient pas, ils étaient en quelque sorte voués ou conduits à produire du bordel tout le temps, en quelque sorte, puisque c'est d'abord cela que l'on retient d'eux. Et ils se conformaient complètement à ce rôle-là d'agent du désordre. Alors, parce que il me semble que c'est un peu ta question, est-ce qu'on peut expliquer le passage à l'acte, en quelque sorte, à la violence par tout ça? Il faudrait détailler, comme l'a fait Bonelli, les trajectoires scolaires. Et alors, Laurent Bonelli montre que ce ne sont pas les plus relégués scolairement qui ont été, voilà, qui deviennent les plus violents, qui s'engagent dans des logiques d'opposition type terrorisme, etc. Je crois que ce que j'ai vu, moi, sur le quartier, reste sur le carreau. Et sauf bonheur pour eux de trouver un emploi, par exemple, chez un petit artisan, avec la figure du père qui peut se jouer à travers celle du patron et qui les remet sur pied. Sinon, voilà, leur avenir, c'est pas grand-chose. Ouais. Justement, dans un autre contexte, Manuel Valls avait dit que chercher à comprendre, c'est déjà pour partie chercher à excuser. Est-ce qu'en ne cherchant pas à comprendre, en ne cherchant pas à comprendre justement les mécanismes de la misère sociale, d'observer, plus qu'observer d'ailleurs, de renvoyer quand même la responsabilité à l'État, de l'absence, la disparition, l'abandon des services publics dans certains quartiers, est-ce que justement, en ne faisant pas ce travail que les sociologues font pour beaucoup, l'État ne cherche pas à s'extraire de ses responsabilités et renvoyer la faute non pas au collectif, mais à l'individu lui-même, c'est-à-dire individualiser la responsabilité de ce que sont devenus les quartiers populaires. Oui, sans doute. En même temps, moi, je suis toujours un peu prudent face à ce type de remarques parce qu'il ne me semble pas que l'État ait abandonné les études sur les quartiers et donc et cessé de financer les sociologues qui produisent des excuses sociologiques. Il y a quand même quantité de publications, de thèses, de rapports de recherche. La question, c'est ce qu'on en fait en fait. Voilà, après, c'est ce qu'on en fait, oui. Et oui, bah alors c'est l'impuissance des énarques, en quelque sorte, hein, à penser des solutions sociales. Donc, faute de concevoir, bah, je ne sais pas, moi, des programmes qui mettraient les gens au travail, tout simplement, ou des programmes qui feraient que l'école n'aurait pas simplement cette fonction de sélection, en quelque sorte, des catégories moyennes supérieures, et qu'elle retrouve ou qu'elle développe une fonction réellement de formation. Oui. Sauf à repenser les structures, eh bien, toute une partie des élites au pouvoir choisissent pour solution de facilité de reporter ce qui ne va pas sur le dos des individus. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que dans le déshonneur dont je parlais il y a un instant, il n'y a pas aussi un peu, beaucoup même, une part de faillite mémorielle, comme l'a dénoncé hier le ministre des Affaires étrangères algérien, qui visait d'ailleurs, sans le nommer, le président Macron? Est-ce qu'on ne peut pas reprocher à cette gauche, alors la gauche municipale, mais la gauche qui a été aussi au pouvoir, d'avoir déserté ou d'avoir été absente de ce terrain mémoriel?
Sans doute. Moi, je ne me suis pas posé ce type de questions, donc j'aurais qu'un avis très commun. En fait, je pense que ces enjeux mémoriels, ils sont très importants. Il ne faut pas en exagérer l'importance, mais il ne faut pas non plus Mm. les dénier. Alors, je me souviens en tout cas que dans le quartier du Luth et à Gennevilliers, la mémoire s'exprimait. Notamment, il y avait une espèce de mini-fête de l'UMA locale où il y avait tout un ensemble d'associations qui représentaient les populations, les origines, l'Algérie, etc. Bon, la seule présence de ces populations était facteur de mémoire, puisque ces populations, si elles sont là, c'est parce qu'elles sont inscrites dans une histoire. Il y a aussi des associations qui militaient pour la reconnaissance de faits. Voilà, le 8 mai 1945, je me souviens d'une association qui voulait commémorer les massacres de Sétif et que cette période-là figure en quelque sorte dans la ville à travers des plaques. À Gennevilliers même, il y avait des jeunes qui militaient pour que les plaques des rues portent l'empreinte en quelque sorte des groupes qui y habitent. C'est quelque chose qui se fait aujourd'hui. Par exemple, Patrice Leclerc, c'est un chantier qu'il a démarré et ça me semble extrêmement important. Mais voilà, la mémoire, la mémoire, c'est important, mais je ne pense pas que ce soit décisif en quelque sorte. Hein. Il ne faudrait pas qu'à travers ces enjeux il ne faudrait pas que le discours que l'analyse en fait de ce qui se passe dans ces quartiers soit réduit à une question de mémoire. Bon, il y a des enjeux, une dimension matérielle, hein, il y a une dimension simple qui est l'accession au travail, qui est la question des salaires, qui est l'accession à des emplois, sinon à plein temps, en tout cas avec des horaires normaux qui permettent de retrouver ses enfants, de les élever, de ne pas avoir des familles complètement éclatées. Voilà, ces enjeux-là, ils sont absolument prépondérants à mes yeux, si on veut que ces populations puissent vivre comme tout le monde, en quelque sorte. J'ai une dernière question, Olivier. Tu parles de rendez-vous manqué de la gauche avec les cités. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, ce rendez-vous manqué, c'est aussi l'absence d'un discours et d'un récit aussi sur la manière dont ont été construits ces quartiers, l'absence de pensée critique aussi, de la manière dont on a construit et pensé et traversé ces quartiers à travers les 10, 20, 30 dernières années, qui nous conduit aujourd'hui à abandonner et à laisser place, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est à laisser place, si c'est conscient ou pas conscient, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, si la gauche a déserté ou si la gauche a eu un rendez-vous manqué, en tout cas, elle a laissé place à un autre discours, à un autre récit qui est celui qui est en train de s'imposer en ce moment, qui est celui du grand remplacement. Est-ce que dans ce rendez-vous manqué, il y a la porte ouverte justement à cette autre lecture qui est en train de s'imposer aujourd'hui dans la campagne électorale de la présidentielle? Ouais, ce thème du grand remplacement, il est très fort dans les catégories supérieures. Il est très fort à droite, il est très fort parmi les cadres, plutôt tiré, j'allais dire, du côté capital économique. Voilà, il y a des peurs qui s'expriment aujourd'hui à travers ce thème-là. Je ne suis pas sûr que ces peurs-là soient si fortes dans les quartiers en question, puisque la population qui habite aujourd'hui, précisément celle qui arrive de l'extérieur. Bon. Non, alors pour répondre peut-être plus directement, il me semble que la gauche, et c'est peut-être un petit peu ce que fait Patrice Leclerc dans cet entretien, que j'ai trouvé moi vraiment intéressant, Ouais. cet entretien, c'est de dire il faut assumer la population que nous avons dans nos quartiers. Et ça, c'est très fort, je trouve, de dire on fait avec les gens qui sont là. C'était le fond de ma question. C'est est-ce que Ouais, ouais, vraiment les élus, notamment de gauche, assument justement. J'ai beaucoup discuté aussi avec Leclerc, ouais. qui lui assume de vouloir maintenir une ville populaire et de faire venir des classes moyennes pour non pas il n'aime pas parler de mixité, je crois, mais en tout cas de maintenir. Il tient à la ville du populaire, la ville populaire. Mais est-ce que c'est pas un électron libre, Leclerc? Est-ce que la gauche, dans son ensemble, assume Je sais justement pas, cette en tout cas, ambition? les municipalités qui se sont lancées dans des programmes de mixité sociale pour faire venir des habitants voilà, de classe moyenne, diplômés, etc., ont souvent échoué. Ont souvent échoué. Ces habitants sont venus, mais ils sont vite repartis, ou ces habitants sont restés, mais ils se sont fermés sur eux-mêmes. Et c'est eux qui constituent la clientèle aujourd'hui d'écoles soi-disant alternatives type Montessori, ce qui ne sont jamais que des écoles un peu closes sur Bien elles-mêmes, sûr.
de parents, voilà, qui ont les moyens et diplômes, voilà. Bon, donc des formes d'entre-soi un peu. Patrice Leclerc, bon, c'est vrai qu'il représente aussi une ville, Gennevilliers, dans la boucle Riche. de Vincennes, qui a une ville riche, qui a les moyens, et puis une ville aussi qui n'est pas si loin de Paris. Maintenant, il y a le métro qui amène dans la ville elle-même. Bon, voilà, donc il peut à la fois il peut vouloir défendre une ville populaire tout en bénéficiant, je crois, d'un renouvellement en quelque sorte du fait de sa position, du fait de la position de cette ville. C'est pas du tout Gennevilliers, une ville reléguée comme il peut y en exister, où le quartier serait complètement aux confins de tous les territoires. Non, il y a des formes de centralité qui traversent Gennevilliers, qui traversent les quartiers de Gennevilliers. Donc, on peut faire du populaire et du populaire divers en quelque sorte. Il n'est pas acculé au populaire le plus pauvre, le plus abîmé, le plus défait. Voilà, donc il y a ça aussi. Il a des atouts dans sa poche. Mais néanmoins, quand même, ce discours, c'est pas qu'un discours, il y a aussi des actes. Il favorise le logement et le relogement d'ouvriers, d'employés. Et c'est quelque chose qui, dans la région parisienne, est très important. Est-ce que c'est la garantie de meilleurs liens, en quelque sorte, de meilleure solidarité politique, électorale avec la population? Peut-être, on peut l'espérer pour lui, en tout cas. Mais il faut voir maintenant quel est le noyau électoral dans ces quartiers. La participation politique, elle a Très aux faible. élections, a ses propres conditions sociales de possibilités. Il y a toute une partie de la population qui est très, très loin des élections, et notamment parce que cette population c'est pas parce elle est défaite, c'est aussi parce qu'elle arrive d'ailleurs et qu'il lui faut le temps, en quelque sorte, de s'acculturer aux mécanismes politiques. On ne fait pas voter des gens qui n'ont jamais eu accès, en quelque sorte, à la chose électorale, qui sont toujours restés très loin de la politique parce qu'ils viennent de pays où la politique s'est réservée à quelques-uns. Vous voyez, ces quartiers, ce sont des quartiers composés d'une bonne partie de population venue de l'étranger. Il faut permettre à ces populations venues de l'étranger de prendre place dans les codes de la société française. Ça prend du temps, mais je pense qu'elles y arriveront d'autant mieux qu'elles auront en face d'elles des gens comme Patrice Leclerc, par exemple, qui sont attentifs des caractéristiques de cette population et qui n'y voient plus simplement une population imposée, d'étrangers venus d'ailleurs, qui viennent perturber le cours normal des choses. Le cours normal des choses, c'est aujourd'hui que ces quartiers accueillent ces populations-là. Hmm. Et avec ton regard, les dernières questions, avec ton regard de citoyen, tu as le sentiment que dans cette campagne présidentielle qui s'annonce, la gauche tente de renouer avec ces quartiers, avec le populaire, avec les cités? Alors, je ne suis plus en région parisienne, donc j'aurais du mal à te répondre précisément à partir d'exemples Ouais, si je ne me trompe pas, tu es à Limoges. Ouais, je suis à Limoges. Tu es à Et Limoges. À alors, Limoges, il y a des quartiers populaires. La droite a repris le pouvoir dans cette ville. Est-ce que tu as le sentiment qu'à gauche, il y a cet objectif, cette stratégie de reconquête de l'électorat populaire? oui, mais sans savoir comment faire. Parce que la gauche à Limoges, si elle a perdu, c'est parce elle était très coupée, en quelque sorte, de la population ordinaire, tout simplement, et des mécanismes de sélection des élus. Bon, ça fonctionnait vraiment comme un petit entre-soi, hein, vraiment coupé. Bon, donc ils ont été sanctionnés. Ils ont été sanctionnés d'abord, c'est l'analyse que je fais un peu de loin, par le personnel communal lui-même, qui ne s'est plus reconnu finalement dans cette élite composée de cadres locaux, etc. Bon. Hmm. Mais il y a quand même une différence, voilà, la gauche, la droite, je crois qu'elle essaye aujourd'hui, comme elle peut, de trouver des gens, de rentrer en contact de nouveau avec une diversité de situations. La gauche, c'est une gauche socialiste à Limoges, est très encombrée, n'a même plus le vocabulaire en quelque sorte pour nommer les situations sociales. On ne sait plus dire ouvrier, par exemple, hein, parce que je pense que toute une partie des militants anciens croient dur comme fer qu'il n'y a plus d'ouvriers, ou que ces thématiques-là, elles n'ont On plus n'est lieu plus. d'être. Hmm. Mais c'est quand même pas la droite. Quand Émile Lamberty, maire de Limoges, a été élu, dans les 3 mois qui ont suivi son élection, eh bien, la piscine qui existait dans un quartier HLM à Beaubreuil est fermée. Bon, on sait que les enfants savent très inégalement nager, que ceux qui savent pas nager, ce sont des enfants d'ouvriers ou d'employés peu qualifiés. Bon, c'est pas en leur fermant leur piscine qu'on va leur permettre de se débrouiller dans la C'est vie. oui, mais ouais. Mm. Merci Olivier d'avoir consacré un peu de ton temps C'est moi qui pour cet merci. entretien. À bientôt. À Au bientôt. revoir.